un espace de technique, notamment en présentant des résultats d'expé et en laissant la parole aux expérimentateurs en fruits. Aujourd'hui, la thématique, ce sera les monilioses en verger d'abricotier bio avec Laurent Brun de l'INRAE de Gautron. Donc, côté organisation, le webinaire sera enregistré. Donc, Pauline va lancer l'enregistrement maintenant. Donc, vos caméras sont éteintes et vos micros aussi. Cela dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans la conversation, puisque là, Laurent va partir pour une présentation de à peu près 40 minutes. Et puis ensuite, on aura 15-20 minutes pour des échanges et reprendre vos questions. Voilà, donc merci à toutes et tous de vous être inscrits et de participer, d'être présents. Et je laisse la parole à Laurent pour répondre à la question: quelle méthode de protection contre les monilioses en verger d'abricotier bio? Bonjour. Alors pour répondre à cette question, un petit diaporama qui va présenter la synthèse de travaux qui ont été réalisés sur ces 10 dernières années, en particulier sur l'INRAE Gautron, mais tout n'a pas été fait à Gautron. Il y a eu de nombreux partenaires, hein. Donc des collègues INRA d'Avignon, de l'unité génétique ou AgroClim, et puis le CTFL, les stations d'expérimentation, CEFRA, Sudexp, Centrex, le GRAB, la Chambre d'agriculture, et de nombreux autres partenaires, CEP Innovation. Donc j'ai listé un peu les noms de tous les gens qui avaient participé à un projet de près ou de loin à ces travaux, dont certains que d'autres. Donc il y a eu de nombreux projets sur cette période 2016-2025. Et voilà, et je m'excuse si j'ai oublié le nom de quelqu'un. Alors quelques diapos de contexte. Les monilioses donc sur les arbres fruitiers à noyaux en France. Euh, c'est trois espèces essentiellement, c'est Monilinia laxa, Monilinia fructicola et Monilinia fructigena. Donc elles peuvent provoquer des dégâts sur fleurs avec des nécroses de pétales, de fleurs. Puis lorsque le mycélium passe sur les rameaux, on peut avoir des chancres sur ce rameau. Si le chancre fait le tour du rameau, ben, tout le rameau dessèche. Ça bloque le flux de sève. Et ensuite, on a des contaminations aussi sur fruits qui peuvent entraîner des pourritures de fruits. Donc sur les deux photos, bon, ben, la première, ça montre ben, un arbre, on doit être au mois de mai, où on a les rameaux secs à des attaques à la fleur, les petits bouquets de mai secs suite à des attaques à la fleur qui n'ont pas été supprimés. On voit la différence avec les rameaux qui ont fait des feuilles et des fruits. Et à droite, la photo, c'est donc des fruits qui ont été attaqués avant récolte, qui ont pourri, qui sont restés sur les arbres. Et pour montrer que, ben, ils ont passé tout l'hiver sous forme de momie, donc les fruits se momifient, ne chutent pas. Et là, on est au printemps l'année suivante, les abricotiers reviennent en fleurs. Et on a sur ces momies des coussinets qui vont porter des léconidies qui vont pouvoir contaminer les fleurs. Alors, de nombreuses espèces de fruits à noyaux peuvent être attaquées. L'abricotier, qui est connu pour une plutôt sensible sur fleurs rameaux, hein, c'est là où on a les gros problèmes. Le pêcher, c'est plutôt les fruits qui sont attaqués. Et puis aussi les pruniers, cerisiers, amandiers. Et on trouve également des attaques sur fleurs rameaux en pommier et fruits aussi, même si c'est plus anecdotique. Alors, le cycle, si on parle maintenant d'hémonilios sur fleurs et rameaux d'abricotier, donc rapidement le cycle pour comprendre la biologie du champignon et les périodes de contamination. Donc, c'est causé essentiellement sur fleurs et rameaux par deux espèces, Monilinia laxa et Monilinia fructicola. Et c'est très dépendant des conditions climatiques sur la fleur, où il faut la présence d'eau, donc de pluie ou d'humectation prolongée sur la fleur. Donc le champignon survit sous forme de mycélium qui survit soit dans les fruits momifiés, donc là sur le schéma, on voit des fruits qui sont restés accrochés sur l'arbre ou qui peuvent être au sol.
mais aussi de chancre ou de rameaux secs rameaux moniliers qui ont séché l'année suivante et qui n'ont pas été supprimés. Sur ces chancres ou ces momies, on a la formation de petits coussinets, hein, ces petits coussinets grisâtres qu'on voit, hein, qu'on a l'habitude de voir par exemple sur les pêches quand elles pourrissent, qui produisent des conidies qui vont pouvoir contaminer les fleurs. Si le mycélium passe ensuite de la fleur jusque sur le rameau porteur, on peut avoir la formation de chancre et de dessèchement de rameaux. Ensuite, ces conidies peuvent aussi infecter les fruits et entraîner des pourritures. Sur la partie gauche du cycle, c'est la forme sexuée, la forme complète, qui est décrite dans la littérature, qui a été observée en Amérique du Nord. C'est à partir des fruits, on a formation donc pendant l'hiver, hein, et au printemps suivant, d'apothéties qui vont porter des ascospores, donc ils vont porter des asques qui vont libérer des ascospores qui peuvent, tout comme les conidies, contaminer les fleurs. Alors cette partie-là du cycle, elle est très rare et on l'a très rarement jamais observée, nous en tout cas à Gautron. On peut dire que l'émoniliose sur fleurs et rameaux d'abricotier, c'est le principal verrou à la production d'abricotiers en AB, car lors de grosses attaques, lors d'épisodes pluvieux importants sur les fleurs, on peut arriver jusqu'à 100% de la destruction de la récolte. Alors, toujours des éléments de contexte pour montrer que les pressions ben, vont quand même dépendre des régions productrices d'abricots en France. Je me suis appuyé sur un essai qui est l'évaluation de sensibilité variétale. Donc un dispositif où on va trouver des collections variétales sans aucune protection phytosanitaire pour évaluer justement les sensibilités aux maladies, dont les monilioses. Donc sur Gautron dans la Drôme, à la CEFRA, mais aussi dans le Gard, sur le site de CTFL et de la station Sud-Exp, et dans les Pyrénées-Orientales, sur le site de la Centrex. On a donc ces collections qui ont été suivies pendant 5 ans, sans traitement. Et là, je vous illustre les chiffres qui sont mis. C'est le pourcentage moyen de rameaux moniliers pour l'ensemble des variétés évaluées. Et puis donc c'est l'année où il y a eu le plus de dégâts sur ces 5 ans. Voilà, donc pour illustrer, on voit que dans la Drôme, par exemple, à Gautron, pour l'ensemble de nos variétés, on a en moyenne, en 2024, 82% de destruction de rameaux, 82% des rameaux qui ont été attaqués et desséchés. Euh, alors que si on va à l'extrême dans les Pyrénées-Orientales, c'est en 2021 qu'il y a eu le plus d'attaques, mais en moyenne, on n'était qu'à 4%. Donc on voit que la pression va vraiment dépendre des régions et qu'il y aura des endroits où ça sera plus facile de cultiver l'abricotier en bio par rapport aux monilioses que dans d'autres endroits, dans d'autres régions. Euh, Monilia, Monilia laxa, c'est l'espèce qu'on rencontre le plus fréquemment sur rameaux d'abricotier en France, dans le sud de la France en tout cas. Là, je vous illustre, c'est un suivi qui avait été réalisé en 2018 sur 34 parcelles d'abricotiers où tout le monde les partenaires avaient prélevé 10 rameaux par parcelle et les avaient envoyés à Gautron pour identification de l'espèce. Donc on avait des parcelles dans les Pyrénées-Orientales, le Gard et en Drôme-Ardèche, avec différentes variétés. Donc on voit que souvent c'est uniquement du Monilia laxa qui est identifié. Je vous ai mis surligné en jaune les 3 parcelles où on a pu détecter du fruticola. Mais voilà, Monilia laxa restait dominant même dans ces parcelles. Alors cette situation, c'est celle de 2018, mais ça illustre bien ce qu'on rencontre habituellement. Il y a eu une année en 2015 où on a eu du fructicola de façon plus importante sur rameaux, et ça ne s'est pas reproduit, on ne sait pas forcément l'expliquer. Alors, première partie, je vais vous faire une synthèse des travaux pour mieux comprendre l'épidémiologie des monilioses sur fleurs et rameaux d'abricotiers. Dans les questions qu'on se posait, c'est quelles sont les conditions climatiques favorables aux contaminations et quels sont les stades phénologiques sensibles aux contaminations. Alors, pour arriver à décortiquer tout cela, on a travaillé avec
des arbres en pot, des abricotiers en pot. On appelait ça pot piège. Le principe était le suivant. Donc, c'était des, la variété Berga rouge, connue pour être très sensible aux monilios, qu'on avait choisi. Donc, des abricotiers en pot qui passent l'hiver dans une chambre froide, ce qui permet de les bloquer et de lever les besoins en froid. Et puis, à partir de début février, on sortait chaque semaine des séries de 6 pots qu'on mettait en serre pour activer la floraison. Et ensuite, ces pots étaient installés sur des périodes de 1 à 2 jours dans un verger non traité de la variété Bergeval. Ils restaient donc 24 à 48 heures sur le terrain, puis ils revenaient en serre ou dans une enceinte climatique pour suivre l'apparition des symptômes. Donc ça permettait de faire des fenêtres de contamination assez courtes et de nombreuses fenêtres, puisqu'on faisait plusieurs séries sur le mois de mars pendant la période de floraison des abricotiers. Lorsque les arbres revenaient en serre, on mettait des étiquettes de bijoutier pour identifier les stades sur chaque bouton floraux, donc savoir s'ils étaient au stade bouton rouge, fleur ouverte, bouton blanc. Et ensuite, on conservait ces arbres pendant 5 jours dans la serre. Et bon, les fleurs s'ouvraient toutes en général. Et au bout de 5 jours, on faisait une notation du pourcentage de fleurs moniliées. Donc les symptômes, c'était ces nécroses qu'on voit sur les pétales sur la photo du milieu. Et puis bon, on identifiait l'espèce aussi avec une méthode en boîte de pétri de Monilia. Donc durant toute notre manip en 2017-2018 et puis 2019, c'est essentiellement Monilinia laxa qu'on a identifié. Alors les résultats, là c'est une synthèse de l'ensemble des séries qui ont été faites. C'était donc que les bourgeons au stade bouton rouge, dans le stade C, on n'a jamais observé de monilia dessus. Et puis que la sensibilité aux monilia des fleurs augmente du stade D, bouton blanc, jusqu'au stade fleur ouverte. Ce protocole ne permettait pas de tester des fleurs exposées à la pluie au stade début de chute des pétales, puisque au bout de 5 jours après en serre, il n'y avait plus de pétales sur les fleurs. On l'a testé dans un autre essai que je vous présenterai après. Voilà. Et on peut dire aussi que certains pots étaient restés tout le temps dans la serre et n'avaient pas subi l'exposition terrain pendant 24-48 heures. Et ces arbres en pot, il n'y avait aucune contamination dessus. Donc les contaminations provenaient vraiment que de la partie du moment où les pots étaient installés au verger. Alors quelles sont les variables climatiques importantes? On a fait les corrélations en 2017 et 2018 du pourcentage de fleurs moniliées avec 2 variables, la durée d'humectation, donc c'est la durée pendant laquelle les pétales restent humides, donc c'est des sondes climatiques qui estiment cette durée d'humectation, et puis la pluviométrie en millimètres sur la deuxième ligne. La première année en 2017, les 2 variables étaient bien corrélées avec le pourcentage de fleurs moniliées. Et en 2018, on a été un peu surpris de voir que euh, la durée d'humectation n'expliquait pas grand-chose. Ça restait la pluviométrie en millimètres. Donc en 2018, en fait, on a eu des épisodes pluvieux où il a plu très peu, que quelques millimètres, mais c'est resté mouillé pendant longtemps ensuite. Et des épisodes pluvieux, au contraire, où il a beaucoup plu en millimètres, et ça a séché très vite derrière. Donc voilà, donc ça nous a permis de distinguer durée d'humectation de pluie en millimètres. Donc il existait un modèle qui avait été mis au point sur cerisier par des collègues suisses. Ils avaient travaillé in vitro, pas sur le terrain, en ensachant des arbres, des cerisiers en pot avec des sacs pour. Ils humectaient les arbres, ils ensachaient ensuite pour que ça ne sèche pas, et ils faisaient des durées d'humectation différentes. Donc leur modèle était avec la durée d'humectation, et ils avaient fait varier toute une gamme de températures. Cela nous a permis de repartir de leur formule, mais on a remplacé la variable durée d'humectation par la pluviométrie en millimètres. Et à partir de tous nos données, tous nos points obtenus avec les arbres en pot, on a fait retourner le modèle pour sortir des courbes de contamination. Donc ce sont ces courbes rouges.
qui est en fonction de la température moyenne pendant la pluie, de la quantité de pluie en millimètres, donc là on va jusqu'à 30-40 millimètres sur l'échelle. On a des courbes, 5% de fleurs contaminées, 10%, 20, 40, 60. Alors ces courbes, c'est si nos arbres, c'est pour des fleurs ouvertes. C'est tous les fleurs, si toutes les fleurs de l'arbre étaient ouvertes au même stade, au même moment. Ce qu'on peut voir, c'est que il faut très peu de pluie pour atteindre les courbes 5, 10 ou 20%, hein. Il suffit d'un millimètre et on a déjà des fleurs touchées. Et que c'est en dessous de 4 degrés qu'on commence à avoir des... On sort un peu du risque, mais à partir de 4 degrés Celsius, on commence à être sensible, on commence à avoir des contaminations. Bon, à droite, c'est juste pour montrer que les données observées sur nos peaux et nos données calculées par le modèle, bon, ben, notre modèle, il a été fait à partir de ces points, mais il explique bien les points des arbres en pot. Après, voilà, la question des chutes des pétales, lorsque les fleurs atteignent le stade de chute des pétales, est-ce qu'on a encore des contaminations? Donc là, on a mis en place un deuxième dispositif. On a toujours travaillé avec des arbres en pot qu'on exposait au verger, mais on avait des lots différents. Alors le premier lot, le lot A, on avait 4 arbres qui avaient atteint le stade début chute des pétales. Le lot B, on avait 4 arbres qui étaient au stade pleine floraison. Le lot C, pareil, 4 arbres au stade pleine floraison, parce qu'on les sortait au verger. Mais lorsque les pots étaient ramenés à la serre, on a enlevé tous les pétales à la pince, en faisant attention de ne pas enlever le pistil, le reste de la fleur. Et puis on a laissé évoluer, là on n'a pas observé les symptômes sur pétales, hein, puisqu'on les avait enlevés. On a laissé évoluer un mois pour voir les dessèchements de rameaux. Alors en bleu, on a fait 2 séries. Donc c'était en 2020, juste avant, on a pu faire 2 séries avant le confinement. 2 séries, ça veut dire 2 périodes pluvieuses. Euh, donc la première nous a donné, ben, on voit donc le bleu, ça correspond aux arbres qui sont en pleine floraison lorsqu'on les sort. Donc sur la première série, on a en gros 10% de rameaux moniliers. Ensuite, le orange, c'est lorsqu'on a enlevé les pétales suite à la pluie, après la pluie. Donc là, on voit qu'on tombe à moins de 2% de rameaux moniliers. Et le gris, c'est le lot pour lequel les arbres étaient déjà au stade de chute des pétales. Alors pour la série 1, on avait noté que quand on a sorti nos pots, on avait seulement la moitié des fleurs qui avaient atteint ce stade, chute des pétales, et l'autre moitié était encore au stade pleine floraison. Bon, mais on voit qu'on réduit les dégâts sur rameaux quand même de moitié. La série 2, la pression monilière a été encore plus forte, puisqu'on a 23% de rameaux moniliers pour les arbres en pleine fleur. Si on enlève les pétales, on tombe encore à moins de 2%. Et par contre, la série grise, donc là on ne le voit plus puisqu'on est à 0%, c'est-à-dire le lot gris pour la série 2, toutes les fleurs étaient au stade chute des pétales lorsqu'on a sorti les pots, et on voit qu'on n'a aucun rameau monilier. Donc on peut conclure que peut-être que les pétales au stade chute, lorsque la fleur atteint ce stade, chute des pétales, peuvent être contaminés par le monilia, mais que, en tout cas, le monia, le champignon, il n'a pas la possibilité ensuite de passer sur le rameau, sûrement que les pétales chutent avant. Et de tous ces travaux, on a proposé un petit fichier de calcul Excel qui peut permettre de calculer des risques à la parcelle. Donc ça y est, je rappelle, ça a été mis au point, ces données, c'est sur une seule variété, Berga rouge. On avait mis nos pots dans un verger où on avait fait des comptages de conidis dans des capteurs de spores, hein. Donc on avait un inoculum qui était de 50 à 200 conidis par mètre cube d'air aspiré pendant les 3 années des essais. Donc un inoculum qui nous paraissait assez constant sur le mois de mars. Voilà, tout ça pour préciser que si on change de variété, si on est dans un verger où l'inoculum est différent, on aura des pressions plus ou moins fortes. Mais donc ce modèle, il faut, lors de la période de floraison, chaque fois qu'on enregistre une pluie, on indique la date, la pluie en millimètres, la température pendant la pluie.
il faut avoir indiqué sur l'arbre la répartition des stades sensibles, donc avoir une idée sur la parcelle du pourcentage de bourgeons au stade bouton blanc et du pourcentage de bourgeons à fleurs qui sont au stade fleurs ouvertes. Donc on a regroupé par simplicité les deux stades E, fleurs qui s'ouvrent, avec F, fleurs ouvertes. Donc la colonne risque fleur, ce sont les courbes rouges que vous avez vues tout à l'heure. C'est le risque si 100% des fleurs étaient ouvertes. Donc ça calcule un risque pondéré en fait qui pondère ça à la répartition des stades phénologiques. Donc on a un risque pour chaque épisode pluvieux et on peut calculer un risque cumulé qui cumule l'ensemble de ces risques. Donc ça peut donner une estimation du risque à la parcelle. On verra tout à l'heure une utilisation possible de ce modèle. Alors 1,36, pour dire, c'est un peu vague, mais c'est un risque qui est de niveau très élevé. Et on peut le voir parce que si on regarde les quantités de pluie sur la fleur, on est à 70 mm. Donc c'était une floraison très pluvieuse. En conclusion, sur ces travaux d'épidémiologie, on peut dire que sur abricotier, on a essentiellement Monilia laxa, que le pétale est la principale porte d'entrée du Monilia, puis qu'ensuite il passe vers le rameau, le champignon, que les stades sensibles sont le bouton blanc, donc le stade D, et la fleur ouverte, stade E et F, et qu'il faut très peu de pluie pour avoir des contaminations sur les fleurs ouvertes. Alors maintenant, je vais vous faire plusieurs parties qui amènent un peu des méthodes de protection, et la dernière, ça sera une approche intégrative de toutes ces méthodes. Alors, quels sont les produits phytosanitaires en bio contre les monilioses sur fleurs et rameaux? Donc là, à l'INRAE, on ne travaille pas sur les produits, en particulier sur le test des produits de biocontrôle. Cette diapo est issue de travaux de collègues qui sont cités là et qui ont fait une synthèse dans la revue Réussir fruits et légumes en 2025. Donc là, j'ai extrait juste la partie abricotier. Donc ils ont testé des bactéries, champignons, des substances d'origine minérale et des substances d'origine végétale. Donc c'est des produits qui sont de biocontrôle qui sont utilisés par ailleurs ou connus, hein. Donc en vert, c'est lorsqu'on a une certaine efficacité qu'on peut considérer suffisante pour recommander l'usage de ce produit de biocontrôle. Rouge, aucune efficacité. Et orange, parfois des efficacités partielles, mais pas toutes les années, donc non utilisable dans la pratique, pas d'intérêt. Donc en gros, dans la liste des produits biocontrôle, le seul produit qui amène quelque chose sur les monilioses sur fleurs, c'est le curatio, le polysulfure de calcium. Alors si on fait le bilan, ça va aller être vite, hein, sur les produits phyto en AB. Tous les fongicides à base de cuivre, bon, on sait qu'ils sont efficaces, hein, c'est les plus efficaces, mais on peut dire qu'il n'y a pas d'homologation sur les monilioses. On est sur une homologation bactériose en début de saison, au tout démarrage de la végétation, et ensuite sur des homologations corinéum pour justifier l'usage. Et le curatio, donc seul produit de biocontrôle efficace, c'est une dérogation pour l'instant qui est donnée chaque année. Donc en fait, on n'a aucun produit, on peut dire qu'on n'a aucun produit homologué contre les monilioses sur fleurs en bio. Mais on a quand même deux produits qu'on peut utiliser. Une deuxième méthode de protection, c'est de choisir des variétés qui soient moins sensibles aux monilioses. Alors, les dégâts sur un arbre vont dépendre de la sensibilité variétale. Donc, c'est ce à quoi on va s'intéresser maintenant. Mais aussi, on sait que la floribondité joue beaucoup. C'est-à-dire, pour une même variété, l'année où elle aura beaucoup, beaucoup de fleurs, si on a une très forte floraison, on aura beaucoup plus de dégâts qu'une année où il y a une floraison moindre, pour le même niveau de risque. Donc ce risque, c'est le risque phénoclimatique, c'est la pluie, la température en fonction des stades phénologiques, ce que je vous ai montré tout à l'heure, où on peut calculer un risque et le quantifier. Et puis on sait aussi que l'inoculum Monilia va jouer. Euh, mais ça, on ne sait pas le quantifier. Donc là, c'est un peu une boîte noire. Alors, voilà. Alors, la difficulté pour évaluer les sensibilités variétales
au Monilia. Elle est illustrée sur ce petit schéma qui reprend une situation en 2020. C'est vous avez une variété bon, qu'on va appeler arbre 1 qui fleurit en février, à une période où il pleut pas. Ben, elle aura un risque très faible, voire nul, alors que l'arbre 2 de la variété 2 fleurit début mars à une période où il pleut, donc elle aura des risques de contamination. Donc ce qu'on va observer, les dégâts qu'on va observer sur l'arbre, ne sont pas directement liés à la sensibilité. Il faut vérifier la sensibilité de la variété. Il faut vérifier est-ce qu'elle a eu de la pluie, est-ce qu'elle avait des fleurs. Donc tout ça, on le fait grâce au risque. Voilà. Et dessous, vous avez les photos des stades sensibles. Alors, on a fait ce travail sur sur la core collection abricotier INRAE qui a été implantée à Gotteron. Donc une core collection, c'est 150 variétés qui illustrent la diversité cultivée mondiale. Donc il y a des variétés cultivées chez nous, mais il y a aussi des variétés qui ont peu d'intérêt ici, mais qui sont intéressantes parce qu'elles illustrent la diversité. Donc on avait planté 5 répétitions par variété, ce qui fait 750 arbres, dans un dispositif où il y avait 5 blocs randomisés. Donc les 5 arbres de la variété n'étaient pas côte à côte, ils étaient répartis au hasard dans chacun des 5 blocs. Bon, on était greffé à 80 cm sur Montclar pour limiter les dégâts bactérioses. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, au niveau de la protection fongicide, c'est un dispositif première feuille en 2018. On avait maintenu des fongicides Monilia et Rouille pour permettre aux arbres de pousser pendant 2 ans. Et à partir de 2020, on a supprimé tout traitement fongicide. On a gardé la protection contre le psy, le vecteur de l'ECA, pour essayer de limiter les mortalités d'arbres. Voilà, donc je dirais, bon, après, il y avait la taille, c'est pour dire, bon, les arbres étaient taillés comme c'était planté assez serré pour essayer qu'ils ne se gênent pas trop les uns les autres. Et puis surtout, comme on ne traitait pas Bonilia, il y a beaucoup de dégâts. Donc après la notation, on faisait un travail de prophylaxie, de couper tous les rameaux secs, un travail qui est très très long. Je vous donnerai un lien pour trouver ces classements. Je n'ai pas mis les 150 variétés dans la diapo, sinon ça aurait été illisible. Là, je vous montre, donc pour arriver à classer les variétés, on a fait 5 années d'observation et ensuite on fait des analyses de covariance où on met plusieurs facteurs. Bon, le facteur variété qui nous intéresse, le bloc, c'est les répétitions, l'année, et surtout on rentre dans le modèle d'analyse les deux covariables qui expliquent beaucoup pour essayer de bien décortiquer ce qui est lié à la variété de ce qui est lié à l'environnement. C'est donc le risque de contamination, le risque phénoclimatique et la floribondité. Donc quand on a fait tout ça, on peut sortir une moyenne par variété. Là, vous avez le classement des 10 variétés les moins touchées dans notre dispositif. Alors ce qu'on peut retenir, c'est qu'une année, alors vous avez la moyenne des 5 années et la note, l'année où il y a eu le plus de dégâts, le maximum de dégâts observés. Ce qu'on peut conclure, c'est que comparé à d'autres maladies ou d'autres espèces fruitières, les variétés les moins sensibles, elles ont tout de même des dégâts relativement importants, puisqu'on est autour de 20% en moyenne de rameaux desséchés, ce qui est conséquent, et on monte à 40-50% certaines années. Vous ne voyez pas le bas du tableau, les variétés les plus sensibles, on était à 100% de dégâts. Alors ce travail est également fait par les partenaires CTFL, CEFRA, Sudexpé et Centrex sur les nouvelles variétés qui sont évaluées en comportement. Les variétés qui trouvent les plus intéressantes sont évaluées maintenant pour les sensibilités aux maladies, dont le Monilia. Donc il y a eu une première tranche en 2018 qui a testé 17 variétés communes aux 4 sites, et ils ont planté une deuxième tranche en 2020. Donc ça, c'est des infos qui peuvent être disponibles aussi auprès du CTFL. Donc en conclusion, si on se pose la question quelle variété d'abricotier pour l'agriculture biologique, eh ben, on peut conseiller de choisir les variétés les moins sensibles aux monilioses qui permettront, en tout cas dans nos régions Drôme-Ardèche, de conserver une petite récolte les années de forte pression. Alors que sur les variétés très sensibles, on va tout perdre. Et le classement des variétés de la core collection abricotier,
Vous pouvez le trouver, donc il y aura le homoniliose, mais aussi à la rouille, à l'oïdium et aux croûtes liégeuses. On a pu observer 4 maladies. Vous pouvez trouver sur le site internet de Gautron, dont vous avez le lien ici. Alors, une autre approche qui est un peu originale, et ça, c'est des travaux développés à Gautron, c'est de travailler, d'avoir des approches d'action physique sur les pétales et les fleurs. Voilà, je Il vais te vous reste 10 grosses minutes, Laurent. Merci. Donc, on est parti d'un dispositif qui était un essai système qui était terminé. Donc, on avait à disposition 6 petites parcelles avec 5 variétés, des conduites à certaines en gobelet, d'autres en palmette. Et on a testé 2 méthodes. Alors, la première, on voulait valider la méthode où on avait enlevé les pétales. Donc, c'était de provoquer la chute des pétales lorsque les fleurs s'ouvrent. Donc, on a travaillé sur les arbres en palmette. Donc, 4 parcelles. En bleu, c'est là où on a passé la machine. En gris, c'est le témoin. On a utilisé une effeuilleuse Hero Vitipulse qui nous a été prêtée par un producteur de pommiers voisin. Donc, c'est des appareils utilisés en pomme pour faire chuter des feuilles et favoriser la prise de couleur des fruits. Donc, au mois de mars, ils n'en avaient pas besoin, ils nous l'ont prêté. Voilà les résultats. Donc, en 2021, toutes les fleurs s'ouvrent pas en même temps. Donc, on a fait 3 dates. Et puis, pour faire toute la hauteur de la palmette, il fallait faire 2 hauteurs et puis de chaque côté. Donc, ça faisait quand même beaucoup de passages. Mais ça nous a permis de montrer que ben, le témoin avait plus de rameaux moniliers ensuite que la partie où on provoquait la chute des pétales. Alors je précise, c'est que les pétales qui tombaient, les fleurs restaient accrochées et on avait ensuite des fruits sur ces variétés auto-fertiles. 2022, on n'a fait que 2 dates, mais on observe les mêmes résultats, les mêmes tendances. Et 2022, c'est une grosse pression monilia puisqu'on est plus d'une centaine de rameaux moniliers, par exemple, sur frisson, alors qu'en 2021, on n'avait que quelques rameaux moniliers par arbre. Donc voilà, ça a permis de confirmer que le pétale, c'était bien la porte d'entrée de la maladie en verger, ce qu'on avait vu. Voilà, alors on n'est pas sur des méthodes à 100% d'efficacité parce qu'on n'arrivait pas à faire chuter tous les pétales avec la machine. Il en restait toujours. Mais il faut être en palmette et on a vu que c'était d'énormes consommations de fuel pour faire chuter ces pétales. Donc c'est les inconvénients de cette méthode. Ensuite, on a travaillé l'éclaircissage à la fleur, donc sur 2 autres parcelles qui étaient en gobelet, où là, vous voyez en vert, il n'y a pas d'éclaircissage à la fleur, en jaune, on a éclairci sur le plan, donc c'était un arbre sur 2 éclairci. Donc on a utilisé l'électroflore, qui est un outil développé pour cela. Euh, les résultats, donc on a commencé en 2022. Là, ce graphique montre le nombre de fleurs par arbre. Donc on voit qu'on était en gros, donc on a toujours nos 5 variétés, comme tout à l'heure. Avant éclaircissage à la fleur, on était à 6000 fleurs par arbre environ. Et après éclaircissage à la fleur, on n'était plus qu'à 2000 fleurs par arbre. Et l'effet sur le Monilia, il a été très marqué, parce qu'on est en 2022, donc des grosses attaques. Et on avait 80% de réduction du nombre de rameaux moniliers par arbre par le fait d'avoir limité le nombre de fleurs par arbre. Alors, quelques résultats agronomiques, parce que pour montrer que on ne se mettait pas dans une situation difficile, c'est le nombre de fruits noués par arbre au mois d'avril, le 20 avril, avant éclaircissage. Donc, quand on n'a pas éclairci, c'est en bleu, on était à 2000 fruits, et quand on a éclairci, on est autour de 500 fruits, en sachant que pour ce verger, l'objectif de charge, c'était d'être entre 300 et 450 fruits à la récolte. Donc on voit qu'on avait une production qui était conservée. Alors qu'il fallait faire encore un gros travail d'éclaircissage manuel sur petits fruits dans les modalités qui n'ont pas été éclaircies à la fleur. Euh, on a revoulu faire la même chose, le même essai en 2023, mais en fait, on n'a pas pu le continuer en 2023 parce que le retour à fleur a été très différent entre les modalités. Bon, il n'a pas été excellent, il n'était pas très fort, mais on voit qu'en 2023, les modalités éclaircies à la fleur en 2022, ben, on avait 2500 à 3000 fleurs par arbre, alors que les modalités bleues
qui avait été éclaircie, elle, en 2022, au stade de petits fruits, eh ben, on avait un retour à fleurs qui peut être insuffisant. Donc on gagne aussi sur le retour à fleurs, sur les temps de travaux. Donc en conclusion de tout cela, on peut dire que la chute provoquée des pétales est difficile à mettre en œuvre, hein. Il faut des vergers en palmettes, on a beaucoup de consommation de carburant, mais ça a permis de nous valider la porte d'entrée pétale par les monilioses. Ça, l'éclaircissage à la fleur, par contre, est une technique qui peut être mise en œuvre dans tous les vergers. Elle permet de diminuer les dégâts de moniliose sur rameaux. Elle est très intéressante d'un point de vue agronomique parce qu'on a vu qu'on gagnait en qualité des fruits, en temps de travail d'éclaircissage et en meilleur retour à fleurs l'année suivante. Bon, le problème, c'est la régulation précoce du nombre de fruits. Eh ben, si on a un gel ensuite début avril qui enlève 80% des fruits, c'est sûr qu'on n'en aura pas assez. Voilà, c'est la crainte principale liée à l'éclaircissage à la fleur. Alors, le bâche anti-pluie, on avait travaillé dès 2014-2015 l'idée de protéger les fleurs de la pluie, puisqu'on a vu que la pluie c'était un facteur important. Donc on a travaillé sur la variété Berga rouge, un vieux verger. On avait des modalités sous bâche et d'autres témoins qui n'étaient pas bâchés. Bon, pour faire rentrer les arbres sous bâche, ce n'était pas des formes adaptées. On avait fait une taille très très forte, hein, sur les charpentières pour les mettre. On avait réduit la taille des arbres. Et les bâches étaient déroulées avant le stade bouton rouge et repliées fin septembre et on faisait aucun fongicide sur toute la saison. Donc en 2014, on avait du Laxa, et c'est là que je vous disais, en 2015, on était à peu près à moitié-moitié Laxa fruticola sur cette parcelle. Et si on regarde le nombre de rameaux moniliers par arbre, alors des très forts niveaux d'attaque, hein, puisqu'on voit qu'on a 369 rameaux desséchés par arbre. On a les bâches, nous avait montré en 2014 une petite réduction de 26%. 2015, c'était mieux, on était à 62% de réduction. Et sur fruits, bon, on voyait des différences de fruits moniliers, mais les différences n'étaient pas significatives. Donc en conclusion, on a vu que ces bâches anti-pluie permettaient de réduire les dégâts de moniliose sur une variété très sensible. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de continuer à travailler dessus, mais d'évaluer ces bâches anti-pluie sur des vergers conduits en murs fruitiers dès la plantation, et puis tester sur des variétés. Berga rouge, on est parmi une des plus sensibles aux monilioses, de travailler sur d'autres variétés. Alors c'est ce qu'on a fait dans ce dispositif planté dans le cadre du projet MIRAD, donc qui associe 5 sites partenaires. Là, je vous présente que le site de Gautron, où on n'est qu'avec des vergers en bio. Et l'idée, c'est d'intégrer différents leviers de protection contre les monilioses, mais pas que, hein, puisqu'on est dans des approches globales. Ici, je vous présente que la partie monilia de l'essai. Donc, on a 3 systèmes en agriculture biologique. Une référence bio, où les arbres sont gobelets, on s'autorise le cuivre. Une modalité sous protection physique avec des bâches anti-pluie et des filets contre les insectes. Donc la bâche anti-pluie vise le monilia, les filets anti-insectes, l'Epsi, le vecteur de l'ECA, qui sont les deux principales maladies qui empêchent l'agriculture biologique d'être rentable, je dirais. Et puis une parcelle en agroforesterie où on associe des poules pondeuses. Dans les deux modalités de droite, l'idée c'était de tester des vergers bio d'abricotiers sans cuivre. Alors les leviers qu'on a intégrés pour le Monilia, c'est des variétés pas trop sensibles au Monilia sur fleurs et rameaux. Donc on a pris Tomcott et Vertige. Bon, là j'ai remis le classement dans l'essai avec les 150 variétés pour montrer qu'elles étaient plutôt dans la moitié des moins sensibles. En prophylaxie, tous les rameaux moniliers, on essaie de tout couper, les rameaux secs, mais on les laisse au sol. Les fruits, on sort tous les fruits de la parcelle. On ramasse même les fruits au sol à la récolte pour pas laisser de momies. Et en 2025, on a fait un passage spécifique sur les momies aussi pour enlever les momies oubliées. Le levier éclaircissage à la fleur, on l'intègre, mais lors des fortes floraisons. Donc ça, pour l'instant, ça a concerné que Tomcott. Vous avez les années où on l'a fait. Et c'est sous la parcelle sous bâche et filet qu'on a eu les plus fortes floraisons. Et on a fait donc de l'éclaircissage à la fleur 3 années d'affilée.
Et puis les stratégies de protection. Donc la parcelle référence agriculture biologique, on utilise cuivre et curatio en protection avant, et le cuivre plutôt avant pluie et le curatio en stop. La parcelle sous protection physique biofilée, on fait confiance aux bâches anti-pluie, on ne fait aucun traitement. Et la parcelle en agroforesterie, qui était une parcelle de philosophie très extensive, on avait commencé par faire aucune protection. Après, on a intégré le curatio pendant 2 ans, mais 2025, on n'a pas eu la dérogation, donc on a fait d'autres produits de biocontrôle, et vous verrez qu'ils sont avérés inefficaces. Donc les résultats, les points rouges, ce sont les risques calculés avec la moulinette, le modèle Monilia. Donc vous avez les valeurs à droite, hein, de 0 à 1,6. Et les bâtons, c'est le pourcentage de rameaux desséchés par le Monilia. Donc là, de 0 à 80%. Donc ce qu'on peut voir, c'est... Donc, et puis, bleu clair, c'est lorsque c'est la couleur claire, c'est Tomcott. Et la couleur foncée, c'est Vertige. Donc en vert, c'est la référence, en bleu, les protections anti-pluie, et en rouge, la parcelle avec les poules, agroforesterie. On peut voir que les bâches anti-pluie se sont montrées toujours aussi efficaces, voire plus, que la protection, qu'un schéma de protection classique bio, donc le bleu par rapport au vert, que le système sans protection anti-pluie, sans cuivre, donc rouge-orangé. On s'est rapidement pris des niveaux de dégâts très importants. 2023-2024, avec le curatio, on est revenu, on a un peu baissé. On voit aussi les points rouges, qui montent d'année en année. Donc, depuis 2021, la pression Monilia, la pression climatique est de plus en plus forte. Et puis, la dernière diapo, c'est 2025. Donc, cette pression, elle est forte encore, hein. On voit qu'on a tous nos points sont entre 0,80 et 1. Donc, la partie pool où on n'a pas eu la dérogation curatio, on prend quasiment 100% de dégâts sur vertige. Tout était cramé. Tomcott, on est à 50%, mais on n'a pas eu beaucoup de fruits. Les protections anti-pluie ont bien fonctionné, en particulier sur Tomcott, où quasiment pas de dégâts, et c'est la seule parcelle sur laquelle on a eu une grosse production. Mais on peut voir le point bleu clair. Finalement, ils avaient fleuri un peu avant les autres et ils ont échappé aux pluies, donc on n'était qu'à 0,2 en risque. On voit vertige sous bâche anti-pluie, donc la parcelle biofilée, un peu plus de dégâts que dans la référence bio cette année, mais avec un point de contamination qui était à 1,6. Donc c'est au contraire, eux, ils ont fleuri au moment où il a le plus plu. Donc c'est pas trop mal finalement, vu que c'est la parcelle qui a été exposée au risque le plus important. Et les parties avec cuivre, on a des dégâts conséquents quand même. Et puis surtout, même les rameaux qui n'ont pas desséché, les fleurs ont été attaquées par le monilia, on n'a pas eu beaucoup de fruits. Et donc ça, c'est un graphique de synthèse, c'est pour regarder les fruits ensuite. Donc c'est toujours cet essai MIRAD. C'est les 4 années de production 2021-2024. On a fait des tests de conservation des fruits après récolte. Les fruits vont 2 jours au frigo, puis 7 jours à température ambiante. On sait que, en tout cas sur pêche, on sait que plus les fruits sont gros, moins bien ils vont se conserver. Donc là, le graphique représente le pourcentage de fruits moniliers après 7 jours de conservation en fonction du poids moyen du fruit. En vert, c'est la référence. En rouge, c'est la parcelle agroforesterie. Donc on voit que des points, on en a un peu de partout, mais en fonction de l'année, de la taille du fruit. Si on trace les droites de régression, on peut voir que effectivement, hein, ça monte, ça veut dire plus les fruits sont gros, plus ça a tendance à moins bien se conserver, et que là, par référence bio et biopool, les droites sont à peu près identiques. Là, par contre, les fruits issus de la parcelle sous bâche anti-pluie, on voit que la droite de régression, elle est en dessous, et donc nos fruits se conservent quand même mieux sous filet et bâche anti-pluie. Donc en conclusion, une conclusion très rapide, hein, de cet essai, on pourrait en tirer beaucoup, mais concernant les monilioses et le fait de se passer du cuivre en abricotier, si on n'a pas de cuivre, il semble que d'avoir des bâches anti-pluie, ce soit indispensable. Et en conclusion générale de cette présentation, on peut dire que les monilioses sur fleurs, c'est l'un des 2 verrous à la culture de l'abricotier en agriculture biologique, surtout dans les régions où il pleut systématiquement sur la fleur.
et voilà, et pour ouvrir un peu des perspectives, à Gautron, on va continuer à essayer de trouver des solutions. Donc actuellement, on s'investit sur la caractérisation d'une collection d'abricotiers sauvages, donc ils sont originaires d'Asie. Euh, L'idée, c'est de trouver des géniteurs. Alors, c'est pas du tout des variétés, des choses qui peuvent être cultivées, commercialisées et consommées. L'idée, c'est de trouver des géniteurs qui permettraient de recroiser et d'essayer de refaire des variétés. Donc là, c'est des échéances à 30 ans. Et à plus court terme, on implante cet hiver un nouveau verger expérimental dans le but d'étudier l'inoculum, Monilia, et voir l'intérêt de la prophylaxie en essayant vraiment de voir est-ce que cette prophylaxie sur rameau, si on la fait de façon plus poussée, on arrive à réduire les dégâts et arriver à cultiver l'abricotier en bio. Donc l'idée aussi, c'est de comparer lorsqu'on met les rameaux au sol ou si on les enlève de la parcelle. Voilà. Sachant que tout ça, on sait que c'est très lourd, beaucoup de temps de travail, quand on a une grosse attaque, une prophylaxie sur rameau, c'est 400 heures de travail hectare pour arriver à couper tous les rameaux secs. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci pour votre écoute. Merci Laurent pour cette présentation très claire et pile dans le timing. N'hésitez pas, maintenant on a un petit temps d'échange et de questions, donc il n'y a pas encore de questions qui ont été posées dans la conversation. Ah bah si, ça arrive. Une première question posée par Jordan Henry qui est: quel grammage de cuivre métal maximum sur fleur pour ne pas la brûler? Oui, alors nous, comme j'ai dit lors de la présentation, on n'a pas fait d'essai produit euh, sur Gautron, donc on suit les réglementations. Donc sur fleur, nos cuivres, c'est ce qui est préconisé dans les guides. On est à 1 kg de bouillie bordelaise, donc c'est 200 grammes de cuivre métal hectare. Voilà les applications qu'on fait. Mais on n'a pas travaillé les doses en particulier. Comme je disais, c'est Merci. pas tous ces travaux sur les produits biocontrôle, les doses de cuivre, c'est les partenaires qui les font. C'est pas nous à Gautron. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, témoignages? Vous pouvez Est-ce également... que Oui, vas-y, Nadia, elle Céline. s'est connectée? Je lui ai envoyé un lien tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait une personne qui s'est rajoutée. Et en tout cas, il n'y a pas de nom qui apparaît. Ouais, ok. Eh bien, si je vais me faire un petit retour d'expérience parce que le Monilia, il peut aussi affecter les pommiers. Alors, c'est surtout dans des zones très pluvieux, humides. Et, euh, et en fait, on observe que c'est surtout les variétés Juliette et Ida Red qui peuvent être touchées. Et par rapport à ça, ben, on n'a pas trop d'outils dans notre mallette. Les retours d'expérience que j'ai pu avoir, c'est l'utilisation d'un produit à base de manganèse et de zinc. Donc plutôt jouer sur l'aspect physiologie, euh, engrais foliaire pour rendre l'arbre plus fort. Est-ce que c'est un levier que vous avez exploré, Laurent, à Gautron? Non, non, non. Ok. Tac. Et s'il y a des producteurs qui ont, euh, qui ont d'autres retours par rapport à ce Monilia, qui soient sur pommier ou abricotier, n'hésitez pas à prendre la parole ou pêcher. Alors, en attendant, on a une autre question posée par Hugues Benon. Ce serait: quelle variété à recommander, peu sensible pour une production en bio?
Les résultats des essais CEFRA, GRAPS et TIFL ne sont pas toujours concordants à ce sujet. Oui, alors ce qu'il y a, c'est quand on fait un essai sur eux et qu'on a les résultats d'une seule année ou d'un seul site, c'est la difficulté avec le Monilia sur fleurs, c'est ce fait que les variétés fleurissent pas toutes en même temps et que sur un site expérimental, certaines vont être exposées au risque de contamination, d'autres non. Donc les résultats d'un site d'une année n'illustrent pas forcément la sensibilité variétale, mais le fait que telle variété, elle a été à la pluie et d'autres non. Le fait d'avoir une variété qui ne présente pas de dégâts, c'est soit qu'elle est peu sensible, soit qu'elle a fleuri en période sèche. Donc, les résultats, pour en tirer des conclusions sur la sensibilité variétale, il faut cumuler les années et les sites d'observation. Donc, quelle variété préconiser? Donc, nous, à Gotro, on a présenté le classement des 150 variétés à l'accord collection et il est diffusé. Donc, ce que je disais, vous l'avez dans le diaporama, là. Vous pouvez aller sur le site de Gotron et le trouver, le site internet. Voilà, c'était parce qu'on pensait que là, on était à peu près robuste. On avait 5 années d'observation. On a noté chaque fois le risque pour chaque arbre. Chaque arbre, on a le risque de contamination climatique. On a sa floribondité chaque année. Donc, dans l'analyse, on a pris tout ça en compte. Et c'est des analyses où le classement peut être modifié par le fait que la variété a fleuri, il pleuvait beaucoup ou il pleuvait pas beaucoup. Le modèle, il prend ça en compte. Et sur les nouvelles variétés, donc c'est le travail qui est fait par le CTFL avec les stations régionales. C'est pareil, il ne faut pas prendre une année sur un site. Alors là, c'est pas encore diffusé, c'est le CTFL qui doit faire la synthèse. On était en visio ce mardi justement pour parler de ça. Mais il sort quand même des tendances. Par exemple, il y a une variété, dans ces nouvelles variétés, qui sort sur tous les sites chaque année pour le Monilia moins sensible, c'est Coolgat. Elle apparaît, voilà. Sachant qu'elle est aussi peu sensible à la rouille, peu sensible à la bactériose. Donc il y a des choses qui sortent. Mais le fait que les résultats ne soient pas concordants d'un site à l'autre pour une variété, c'est normal, c'est lié à cette difficulté d'évaluation qui est liée à la présence de pluie ou pas sur la fleur. Donc c'est vraiment, il ne faut pas prendre les résultats d'un seul site pour se faire une idée, il faut plusieurs sites, plusieurs années pour aller voir celle qui confirme ou pas. Et surtout, éviter les très sensibles en bio parce que ça devient incultivable. De- voilà. J'en 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 profite pour te remercier pour la qualité d'intervention. Vous m'avez peut-être pas vu, mais moi j'ai participé, à ton intervention. En pommier, c'est surtout Juliette qui développe beaucoup, de moniliose, que ce soit en conventionnel ou en bio. Ça devient une grosse problématique. Après les autres variétés, on a un petit peu de moniliose, mais plutôt, au moment de la récolte. On essaye d'assainir au maximum et à la différence des fruits à noyaux, pour la gestion des monilioses, donc on a l'utilisation du curatio. On rajoute à l'adjonction du cuivre du soufre. Vous, vous faites des applications que de cuivre, Laurent, ou bien vous rajoutez du soufre? Je ne l'ai pas vu dans les tableaux. Et puis après, j'avais la question, même si tu as pris la synthèse des efficacités des produits, les solutions à base de bicarbonate, ils sont effectués seuls à la pleine dose ou bien à la dose recommandée avec du soufre? Oui, alors, euh, non, nous on a fait cuivre seul et puis curatio plutôt à stop, on les a pas mélangés, là, dans Mirate, je parle, dans l'essai que je présentais. L'année où on a fait vitisant plus soufre, c'est parce qu'on n'avait pas le curatio, mais bon, on est à 100% de dégâts sur vertige, donc on s'était inspiré parce qu'on n'avait pas de solution et on s'est dit, bon, le curatio et n'est pas autorisé, donc on va pas le faire. On se mettait la difficulté de ne pas vouloir faire de cuivre, hein, donc on l'a respecté dans cet essai. C'est des résultats de collègues suisses qui avaient montré l'association Vitisant-soufre une certaine efficacité
pas toutes les années, et il y a des années où la pression était moyenne. Bon, nous, là, on était sur une pression forte. Alors, les doses, j'ai plus en tête, là. On l'a fait l'an dernier, mais normalement, on reprend le curatio cette année, donc on les a un peu oubliés vu l'échec l'an dernier. On s'est dit, vitisant soufre, on va plus faire. Mais non, j'ai jamais mélangé le soufre. Mais là, voilà, on avait fait du soufre associé au vitisant à plusieurs répétitions sur la fleur, et on est monté à 100% de dégâts sur vertige. Donc, bon. Et puis, Mais comme j'ai les, plus en comme tête les, les doses. comme les arboriculteurs ne posent pas de questions, je ne vois pas s'il y a des questions. Si, il S'il y en a. il y en a d'autres, Nadia, encore, D'accord. si Bah, jamais. alors, je termine vite fait. Je pense que c'est une question qu'ils pourront te poser. C'était par rapport à la dose du curatio. Elle est homologuée à 16 litres. Est-ce que vous avez fait des modulations de dose? Et au niveau du cuivre, à cause de problèmes de phyto qu'on peut avoir, est-ce que tu modules la dose entre le stade D, F et des pétales? Et puis, une information concernant le curatio sur l'abricotier. A priori, si les producteurs font la demande de dérogation pour 2026, la société Andermatt ne mettra pas un frein à proposer à autoriser l'utilisation. Il y a eu un cas de phytotoxicité sur feuilles du curatio, mais après leur test cette année, en fait, il y a une phyto qui se provoque sur feuilles, mais il n'y a pas forcément de dégâts après sur fruits. Donc, ils sont enclins à ce que le produit soit réutilisé en dérogation pour 2026. Non, sur les doses, oui, dans nous, c'est dans les essais systèmes des FIXP. Donc, on applique les doses recommandées. Dans ces dispositifs, on ne fait pas d'essais analytiques de comparaison de modalités. Donc, pour répondre, on fait une dose avant fleur, qui est la dose bactériose, l'homologation bactériose. Là, on est plutôt à 6 kg et quelques de bouillie bordelaise. Donc 1 kg et quelques, 1 kg 125, je crois, de cuivre métal hectare. Et après, sur la fleur, on est sur des doses à 1 kg de bouillie bordelaise, donc 200 grammes de cuivre métal hectare, qui sont des choses qui sont recommandées par les conseillers qui font les guides et qu'on suit. Bah, Merci, Laurent. on est même à 100 grammes de cuivre métal en application très rapprochée au moment de la floraison. Je laisse maintenant les autres arboriculteurs poser leurs questions. On a 2 questions en attente, une de Marc Foriel. Est-ce qu'on peut espérer un système de type table de Mills, comme il y a pour la tavelure pour le Monilia? Oui, alors c'est un peu le début des travaux là sur les monilioses avec les courbes qu'on a sorties, c'était un peu dans cette idée-là. Et ce qu'on a vu, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, ben, la moindre pluie, le modèle calcule un certain pourcentage de fleurs touchées. Donc on n'est pas comme dans les courbes de Mills pour la tavelure, ou en dessous de 8 heures d'humectation, dans les meilleures températures, il n'y a pas de contamination. Donc il y a, toutes les pluies ne sont pas contaminatrices, et toutes les durées d'humectation pour la tavelure, ce qui permet de dire qu'on est en dessous, il n'y a pas besoin de protéger ou de revenir protéger. Monilia, c'est pas le cas. La moindre pluie, on voit qu'on a des fleurs touchées. Donc, nos résultats nous ont fait dire, ah ben, ça peut pas être un outil d'aide à la décision pour les producteurs, parce que l'outil va dire tout le temps, il y a des contaminations, il faut traiter. Voilà, il y a juste ceux qui ont apporté ces travaux, c'est de dire le bouton rouge n'est pas sensible, c'est peut-être pas la peine de traiter sur le bouton rouge. Et dès que les pétales ont chuté, on sort du risque aussi. Ou si on est en dessous de 4 degrés quand il fait très froid, bon, là, mais c'est pas un cas de figure qu'on rencontre souvent. Donc, oui, les courbes ressemblent un peu aux tables de Mills, mais en termes d'outils d'aide à la décision pour les producteurs, elles feront dire il faut tout le temps traiter. Elles ont par contre, cet outil a trouvé par contre une utilisation pour l'évaluation des sensibilités variétales, parce qu'il permet pour chaque arbre, chaque variété, d'afficher un coefficient de risque euh, lorsqu'on évalue les sensibilités variétales. Et que ce que je me répète, ce que je dis, c'est la grosse difficulté, c'est que les variétés fleurissent pas en même temps, donc elles ne sont pas soumises au même risque de contamination.
Mais voilà, la réponse, c'est l'outil, il existe, mais il dit il y a des contaminations tout le temps. Donc, pas forcément besoin de l'utiliser. Dès qu'il pleut, on sait qu'il y a des comptas et qu'il faut protéger, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir quelques comptas en Monilia. C'est- Merci. On a Gauthier qui a levé la main, donc j'autorise le micro. Donc c'est possible, il faut l'activer euh, de votre côté pour que vous puissiez poser votre question. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Ouais. Ok. Merci. Oui, moi, c'était pour un témoignage de cette année. On a raté notre protection sur abricots. On a à peu près 3 hectares d'abricots, différentes variétés. Et donc, on avait énormément de rameaux monnieliers après fleurs. On s'est dit, bon, bah, la récolte, ça va être catastrophique. Et finalement, du fait de conditions bien sèches pendant toute la période de maturation, on a eu quand même une récolte correcte, avec très peu de moniliose sur fruits. Donc ma question, c'était comment fonctionne le mécanisme d'évolution de la moniliose, de la contamination de la fleur et des rameaux vers le fruit. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on dit que normalement après fleur, on peut arrêter notre protection, mais est-ce qu'on a des conidies qui repartent des rameaux chancrés vers les fruits? Enfin, comment ça fonctionne le mécanisme de... Et Oui, ben, peut-être juste avant la réponse, excusez-moi Laurent, peut-être savoir la zone géographique d'où Oui, vous êtes, Gauthier. oui, j'ai oublié. Donc nous, on est dans le Rhône, près de Lyon. Merci. oui, alors le champignon, il passe de la fleur au rameau qui dessèche, mais c'est vrai que Modilia, après, l'évolution s'arrête, hein. Le rameau est sec, ça progresse plus dans le rameau vers la branche fruitière. Et le passage sur les fruits, sauf si c'est vraiment un fruit sur le rameau monilier, il se refait, c'est que sur ces rameaux secs, on peut avoir production de coussinets et de conidies qui vont être véhiculés par le vent, la pluie et tomber sur les fruits, contaminer les fruits. Donc il n'y a pas un passage direct, c'est vraiment des recontaminations. Donc c'est pour ça qu'on préconise de couper tous ces rameaux secs, parce que sur ces rameaux secs, il va sortir des coussinets avec, au niveau du chancre, des coussinets avec des conidies. Mais ça, l'abricotier, bon, est moins sensible au monilia que la pêche. Et c'est vrai que si la récolte se fait en période sèche, après, s'il fait très sec, il n'y aura pas forcément de spores produites sur les rameaux secs. Et puis même s'il y en a un peu, si c'est sec, les fruits seront moins contaminés. Voilà. Mais la bonne pratique, c'est d'essayer d'enlever tous les rameaux secs, en sachant que quand on parle abricotier, un rameau, ça peut faire 3 mm. Quand on fait la prophylaxie avec le sécateur sur l'arbre, on oublie ces petits rameaux. Et c'est quand même c'est pas parce qu'ils sont petits qu'il n'y a pas de coussinets et de spores dessus. Merci Laurent pour la Merci. réponse. A priori, il n'y a pas d'autres questions en attente et on arrive un peu au terme du timing qu'on s'était donné. Encore une fois, un grand merci pour la clarté et la qualité de la présentation. On transmettra aux participants les documents supports et les liens qui ont été évoqués. Et je profite d'avoir la parole pour vous partager le planning des prochains webinaires qui vont avoir lieu prochainement. Donc, je partage mon écran. Donc, le prochain rendez-vous sera dans 15 jours, le 29 janvier, avec une intervention de Sylvaine Simon de l'INRAE de Gautron sur la gestion agroécologique du puceron cendré et du carpocaps, avec le retour d'expérience du verger diversifié de Gautron Zéro Phyto. Ensuite, ce sera un mois plus tard, le 26 février, avec Myriam Sigvart sur la résistance des produits phytosanitaires utilisés en bio. Et enfin, le 19 mars, avec le verger de Poisy et Isabelle Genivet et Fanny Calmel sur la gestion de l'enherbement et l'irrigation en verger. On espère que le webinaire a répondu à vos attentes et on vous souhaite une bonne continuation.